Il est temps de passer vers la séquence suivante. Donc, ces retours d'expérience nous ont bien montré comment l'organisation des parcours, elle est essentielle pour garantir des soins pertinents. On souhaite maintenant, et ça a été dit dès l'introduction ce matin, compléter cette approche par le regard des usagers. Leur perception des soins, je crois qu'on en a tous conscience, leur perception des soins, de leur parcours et de leur prise en charge, elle est déterminante. Et c'est une composante à part entière de la médecine basée sur les faits. Recueillir et utiliser la parole des patients, c'est accepter de confronter les organisations et les référentiels de soins à ce vécu et d'en tirer des enseignements pour les rendre plus adaptés aux attentes et donc à certains égards plus pertinents. Ce sont donc ces questions que nous allons explorer maintenant à travers 3 projets et démarches. Dans un premier temps, l'utilisation des prompts. Alors, je vais essayer de ne pas écorcher, d'autant que Gilles Lutin l'a dit très bien ce matin, Patient Reported Outcome Measures, ou en bon français, les mesures de gain de santé rapportées directement par les patients. Et c'est le professeur Grégory Katz, qui est titulaire de la chaire Valeur et Pertinence des soins de la faculté de médecine de l'Université de Paris-Cité, et le docteur Jean-Pierre Thierry, qui représente PromTime en sa qualité de représentant au board de PromTime de France Asso Santé, qui est conseiller médical de France Asso Santé, qui vont intervenir à ce titre. La seconde présentation, alors ils seront à distance, mais je vais inviter d'ores et déjà donc pour les présentations suivantes Aline Corvol et Francine Lègle à venir sur scène si elles le veulent bien. Aline Corvol est professeure au CHU de Rennes, gériatre, et Francine Lègle représente l'association France Rhin et France Asso Santé, très impliquée au sein des activités de démocratie en santé au sein de notre région. Et puis la dernière présentation sur la méthodologie de revue de pertinence des soins sera assurée par le docteur Emma Bageux du CHU de Rennes et Mireille Massot, présidente de France Asso Santé. Donc là aussi, si vous le souhaitez, je vous invite à nous rejoindre tout de suite sur scène. Et puis pour conclure cette séquence, qui va être riche, vous l'avez bien entendu ou déduit, c'est Pascal Jarnot qui a pris place sur scène, qui animera et fera les transitions. Voilà. Merci beaucoup, Ludovic. Donc, effectivement, moi, je suis le médecin coordonnateur du CAPS Bretagne, la kakémono que vous voyez derrière. On va essayer, effectivement, sur cette table ronde, sur l'heure et quart qui nous a été dévolue, en fait, de revenir sur des enjeux importants qui nous ont été rappelés par les 3 introducteurs ce matin, notamment par Pascal Lutin, hein, qui a bien insisté sur le fait que l'objectif le plus important, c'était bien l'amélioration du service rendu aux patients. Et donc, c'est vrai qu'on se donne pour objectif dans cette table ronde, tous les 7, en fait, c'est de voir si effectivement la meilleure façon d'améliorer le service rendu, c'est pas aussi d'intégrer l'expérience du patient dans la recherche de cette amélioration de la pertinence. Donc pour ça, merci Ludovic, hein, on a vraiment 3 interventions très complémentaires et très différentes. Et on va commencer donc avec nos collègues parisiens que Ludovic a présentés, donc Grégory Katz et Jean-Pierre Thierry. Donc avec un challenge pas évident, c'est de tenir en 15 minutes et on prendra 5 minutes pour échanger avant le passage à la deuxième intervention, puis à la troisième. Et on gardera un quart d'heure d'échange avec vous suite à ces 3 interventions. Donc présentation de 15 minutes, 5 minutes d'échange avec les membres de la table ronde, on passe à la deuxième, etc. Et on garde un quart d'heure à la fin. C'est clair pour tout le monde? Ouais. On vous passe la parole, Jean-Pierre et Grégory, pour un quart d'heure. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Ok. Je suis désolé de ne pas être là. J'ai une forte fièvre qui me retient cloué à la maison. Je voulais vous présenter en fait le résultat d'une expérimentation article 51 que mon équipe a menée sur la cataracte dans 2 territoires, donc à Nantes et à Brest. Et c'est dans ce contexte qu'on a travaillé avec toute l'équipe de l'ARS Bretagne pour la cataracte, essayer de démontrer comment on pouvait, en comparant les gains de santé des patients, améliorer la pertinence des soins et le mesurer par des indicateurs en l'objectivant. Donc, le point de départ de cette réflexion, c'est un constat, c'est qu'en fait, il y a une très très grande variation des résultats des soins. La vraie question, en fait, c'est vraiment de se demander pourquoi est-ce qu'en Allemagne,
Le taux de réintervention varie du simple au quintuple selon l'établissement qui vous soigne. Pour une chirurgie du genou, 9 fois plus de réintervention pour le pontage coronarien en Grande-Bretagne et une variation de 3100% de complications après une chirurgie de la cataracte en Suède, selon que vous êtes opéré dans la clinique A ou l'hôpital B. Première question, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a qu'une poignée de drapeaux sur cette slide et qu'il n'y a pas la France, qu'il n'y a pas l'Espagne, qu'il n'y a pas l'Italie? Où sont ces pays? Ils n'ont pas de registre, donc on ne peut pas en fait mesurer exactement quels sont les taux, et ces taux ne sont pas accessibles ni aux patients ni aux praticiens, ce qui ne leur permet pas ni de s'orienter ni de se former. Et puis, on constate aussi dans un système où on paye au volume que plus on rate des interventions, plus on doit réintervenir, mieux on est payé. C'est quelque part une sorte aussi de prime à l'échec, tandis que quand on réussit du premier coup une intervention parce qu'on a travaillé de manière pertinente, alors on est moins bien payé. Tout ça montre évidemment des incohérences qui ont été pointées par l'OMS et l'OCDE ces dernières années, où leurs deux rapports, en 2001 et 2017, montrent que 30% des dépenses de santé sont gaspillées dans des soins inappropriés et des complications évitables. Comment améliorer la pertinence? Alors, vous avez indiqué des termes et des indicateurs de pertinence. Les PREM, les CROM et les PROM, ce ne sont pas des frères jumeaux. Et les PREM mesurent l'expérience, c'est-à-dire 2 dimensions, le confort et la communication avec une équipe médicale durant un séjour hospitalier. Les PROM, quant à eux, mesurent 2 choses, la qualité de vie du patient et sa récupération fonctionnelle après ou au cours d'un traitement. Les CROM, ça c'est bien connu, c'est finalement les données cliniques rapportées par le clinicien, comme les complications, les comorbidités. Et quand on voit ces indicateurs, ces 3 indicateurs, on se rend compte que les CROM sont très utilisés, ils sont dans les dossiers médicaux des professionnels de santé. Et on utilise un peu plus les PREM depuis Satis, très très peu les PROM. Et quand on demande aux patients en Europe si ces indicateurs ont pour eux une valeur équivalente, ils disent non, clairement, les PROM, donc la qualité de vie et la récupération fonctionnelle, sont des critères majeurs par rapport aux autres critères, notamment les PREM. Et donc, on ne peut pas, comme on le fait souvent rapidement, dire PROMS, PREMS. Non, c'est pommes et camions. Ce sont vraiment des indicateurs qui ne mesurent pas la même chose. Ce ne sont pas des frères jumeaux. Et il est très, très important de rappeler aussi que c'est très bien qu'on ait une enveloppe IFAC pour financer les PREM et encourager à la mesure de l'expérience patient, mais c'est aussi important que cette enveloppe ne délaisse pas des indicateurs qui sont prioritaires aux yeux des patients, comme les outcomes, c'est-à-dire les PROM. Alors, derrière cette hiérarchie des indicateurs, je voulais simplement montrer ce qui se passe en Suède. Vous avez, par exemple, en Suède, en cardiologie, un registre avec 69 équipes en rouge qui vont se comparer selon un score composite avec des PROM et des CROM. Vous voyez 13% d'amélioration. Quand on crée le registre, il se mesure, et puis en 2006, les scores deviennent publics et ils se comparent. Et là, on passe de 13 à 22%, les scores doublent. Et les équipes en bleu passent de 7 à 40% uniquement parce qu'on se compare. On cesse de se mesurer et de se regarder dans le miroir. Et cette comparaison, en fait, c'est de la transparence. Elle a un effet immédiat et améliore de manière drastique, avec même un effet de rattrapage par rapport à ceux qui sont en retard par rapport à d'autres. Et donc, on s'est dit, pour notre expérimentation en Bretagne et en Pays de la Loire, qu'on pouvait à la fois regarder ce qui se passe dans les scores de gain de santé des patients qui se font opérer de la cataracte, quand ils se mesurent et quand ils se comparent. Quand ils se mesurent, c'est en silo, et on va l'observer, on va le mesurer, il n'y a pas vraiment d'amélioration, ou très très peu. Et quand ils se comparent, on vérifie en fait qu'il y a une amélioration drastique. Et donc, qu'il n'y a pas non plus de phénomène de résistance ou d'appréhension comme si c'était de la stigmatisation, pas du tout. Il y a un effet d'amélioration collaborative et d'intelligence collective qui crée en fait une amélioration, un nivellement par le haut. Alors, derrière, on a randomisé les comparaisons de manière à ce que les praticiens puissent d'abord se mesurer tous, c'est-à-dire se regarder eux-mêmes,
puissent se comparer. On les a randomisés et année après année, pendant 4 années, on a pu en fait comparer les praticiens qui se retrouvaient dans une situation noire, c'est-à-dire opaque, ils se regardent eux-mêmes, et bleu, c'est-à-dire ils se comparent. On a aussi attribué un financement de 30 € par chirurgien pour chaque résultat partagé avec la communauté. Donc on travaille plutôt avec une communauté, et le CHU de Brest est rentré en année 3, c'est-à-dire à partir de fin mai 2023. Le score, c'est un gain de santé. C'est très simple. Vous posez 9 questions au patient sur son confort visuel avant la chirurgie et après la chirurgie. Est-ce que vous lisez le journal? Est-ce que vous arrivez sur une échelle de 1 à 4 à reconnaître les visages des gens que vous croisez? Et quand vous faites la différence des deux, vous avez le gain de santé, c'est-à-dire le bénéfice clinique que la chirurgie a occasionné sur le quotidien du patient. Cette méthodologie est standardisée, c'est un standard ICHOM qui est aussi celui de l'ESCRS, la Société européenne. On l'a calibré d'un point de vue psychométrique, on l'a digitalisé, on a utilisé également les comparaisons internationales et on s'est interopéré avec les logiciels métiers pour qu'il n'y ait pas de fardeau de collecte et que tout soit fluide. Donc ça a été un gros travail aussi pour que les CROM puissent permettre de stratifier la population dans des groupes de sévérité statistiquement comparables, notamment entre un CHU et une clinique. On avait en l'occurrence 2 CHU et 2 cliniques. Et donc, vous voyez comment tout ça se présente. Les questionnaires, 3 minutes, 80% de taux de réponse. Le patient reçoit ses résultats. Vous voyez aussi que les résultats peuvent être partagés au sein d'une équipe, entre équipes et avec une moyenne nationale, avec des scores avant-après. Vous voyez les 9 questions qui apparaissent ici, avec les chromes qui sont en dessous. Et derrière, les case mix avec cette stratification sévère, intermédiaire, non sévère, où le praticien, en fait, ne peut pas lui-même dire si le patient doit être assigné à un groupe de sévérité. Donc tout ça contribue à créer aussi une intégrité de la donnée. Et les scores nominatifs ont été présentés. Et le carré jaune, vert, permet d'avoir des scores optimaux, c'est-à-dire un patient dégradé qui est amélioré. Souvent, on voit qu'il y a des patients qui ne sont pas dégradés, qui sont quand même opérés et qui ne sont pas améliorés. Et là, on est dans ce carré-là. Donc les praticiens savent où ils se situent et savent où se situent leurs confrères. Et on a vu en fait des remontées très très intéressantes. On a même fixé des bornes pour savoir quand est-ce qu'on avait une probabilité très élevée d'avoir un soin pertinent en vert et une probabilité très élevée d'avoir un soin non pertinent en rouge, c'est-à-dire des gains de santé très faibles. 1 000 € par œil, c'est le coût pour le système de santé. Donc c'est important quand même de vérifier qu'on opère des patients qui en ont besoin. À l'arrivée, est-ce que ça marche? Eh bien, oui, ça marche. Oui. Grégory, il vous reste un peu plus de 5 minutes. Hein. Est-ce que ça marche? Oui. On a vu que les chirurgiens déclarent modifier 5 fois plus leurs indications chirurgicales quand ils se comparent avec le registre, avec une p-value. Donc, tout ça est statistiquement significatif. Et donc, ça, c'est un résultat très, très important. Modifier leurs indications. Est-ce que ça améliore le gain de santé du patient? Oui. Vous voyez que lorsque les chirurgiens modifient leurs indications via le registre, le taux de gain de santé augmente de 25% en 4 ans. Seulement 7% chez les autres. Donc, vous avez une augmentation 3 fois supérieure, plus de 3 fois supérieure, et le gain de santé faible, c'est-à-dire finalement pas d'amélioration, ce gain de santé faible qui est une chirurgie non pertinente, eh bien, le taux diminue de 33%, c'est-à-dire 3 fois plus de diminution de la non-pertinence que chez les autres. Tout ça grâce au registre. Donc, il y a un effet considérable. C'est pour ça qu'on le déploie. C'est pour ça aussi que les équipes aujourd'hui nous sollicitent spontanément et peuvent aujourd'hui s'abonner pour se mesurer ou s'améliorer. Donc, finalement, ce qu'on sait, c'est que ça fonctionne, qu'il n'y a plus qu'à. Alors, soit se former, soit mettre en œuvre. Et je passe la parole à Jean-Pierre pour la partie patient avec le Collège français du résultat patient. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bien, merci. Donc, Jean-Pierre, 5 minutes. Hein. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Je vois que France Asso Santé, évidemment, au niveau régional, est très présent. Donc, alors, vous expliquer un peu Jean-Pierre, est-ce que tu veux présenter? Tu veux présenter toi-même? Non, c'est déjà… Donc, okay. Continue. Donc, je vais vous présenter un peu pourquoi France Asso Santé, au niveau national, dont je suis le conseiller médical, s'est impliqué. Mais d'abord, effectivement, alors ça, il est importante parce qu'elle montre que dans… le dernier document, la version 2025 de la HAS sur la certification, on voit apparaître le terme de PROM.
effectivement, beaucoup de médecins, beaucoup de praticiens vont dire les PROM, c'est de la recherche, en fait. Et effectivement, on les trouve historiquement dans la recherche clinique, mais insuffisamment d'ailleurs pour nous, parce que ça va mesurer un élément important dans l'évaluation des technologies de santé qui s'appelle la qualité de la vie. Mais en réalité, on voit avec la certification, avec ce qui a été présenté, qu'il faut sortir les PROM de la recherche clinique et les faire rentrer dans la routine, dans le droit commun. Donc la suivante. Alors, contrairement à la façon dont on a présenté, donc on a ici un certain nombre de projets qui s'appellent registres nationaux du canal carpien qui impliquent beaucoup de partenaires. Et en fin de compte, moi, je suis arrivé dans l'orbite des PROM et de ces projets à la demande de France Asso Santé dans le cadre d'une association loi 1901 qui s'appelle le Collège français du résultat patient, qui s'appelait historiquement le Collège VBHC. Alors pourquoi? Donc je ne suis pas au board de PromTime, j'allais dire au contraire, je suis dans l'association qui, à travers son conseil de surveillance et son conseil exécutif, va réunir des représentants des professionnels, des représentants des usagers, vous verrez dans certains projets, pour suivre le travail des conseils scientifiques qui s'attachent à vérifier la bonne exécution et la réalisation des différents projets de registre qu'on a vus. Vous avez ici la présentation du conseil de surveillance auquel je rapporte avec Florent Perrin-Dureau, qui est le vice-président de l'association. Donc on a Anne-Marie Armenteras, mais ici vous avez notamment le président de France Asso Santé, puisque nous avons établi une convention entre France Asso Santé et cette association du Collège français du résultat patient pour garantir que sur certains projets, il y aura des représentants des usagers. Donc, sur la partie suivante, donc sur la slide suivante, on voit sur les 3 registres opérationnels comment c'est organisé. Donc 3 projets de registre national, cataracte, canal carpien et maternité, j'en parlerai rapidement. Et donc vous avez à chaque fois des représentants des sociétés savantes, des leaders du secteur, quelquefois de leur collège professionnel, et à chaque fois un représentant patient. Alors, il n'y en a pas dans France Asso Santé, curieusement, spécifiquement sur cataracte et canal carpien, mais il y en a sur registre maternité, une association agréée, même si elle n'est pas dans France Asso Santé, évidemment on peut le regretter, qui s'appelle le CIAN, comme vous le verrez. Donc voilà, donc c'est une représentation collégiale. Alors sur la maternité, eh bien, le projet a démarré à peu près au même moment où un rapport du Sénat, dans le contexte, vous savez, de l'évolution des indicateurs, notamment de morbidité et de mortalité néonatale, un peu préoccupant. Bon, c'est très multifactoriel. On a besoin d'avoir un registre national de naissance. La proposition a été reprise, elle est soutenue par le gouvernement. On verra ce qui va se passer. Et donc, les sénateurs disent qu'il faut apparier l'ensemble des données disponibles, et notamment d'où l'intervention des PROM et d'un projet de type registre national maternité qui est au démarrage, hein, qui a commencé. Et donc, on va trouver l'implication de la patiente dans l'évaluation de la pertinence des soins. J'ai oublié de dire, Jean-Pierre, le soutien une minute. oui. Si tu peux conclure, il reste 1 minute pour conclure, quoi, du coup. D'accord. On aura 5 minutes d'échange. Je voulais juste dire que c'est très soutenu par la profession, que évidemment c'est soutenu par les associations. Je dois dire, dans PROM, il y a une relation naturelle avec ce que vous avez appelé l'expérience patient, mais en gros, évidemment, ça parle et ça va être soutenu par les usagers, par les patients. Juste la dernière slide dans ce cas-là, pour terminer très vite, vous montrer que ça peut paraître paradoxal. Cette slide, on l'avait déjà vue, elle a déjà été montrée par Grégory. Sur la suivante, c'est qu'à la demande de l'ARS Mayotte, dans ce projet de registre national maternité, veut participer, c'est pour ça que je dis la plus grande maternité de France en nombre d'accouchements, mais aussi celle qui a le plus de difficultés. Et donc ça prouve aussi que impliquer la patiente dans l'évaluation de la pertinence de soins devient un élément vraiment indispensable de la démarche, à la fois pour des raisons scientifiques, mais pas que scientifiques, également vis-à-vis des patientes, bien entendu, des participants, mais aussi des personnels. Un grand merci, Jean-Pierre, d'avoir joué le jeu sur la fin. Merci beaucoup et un grand merci à vous deux. Et merci d'avoir terminé effectivement par ces propos et cette diapositive. Donc moi, je vais rebondir dessus parce que c'est l'objectif de notre table ronde, c'est d'essayer de comprendre si l'engagement des personnes concernées, des usagers, des patients, des patientes, peut être un levier pour l'amélioration de la pertinence. Donc j'aimerais bien que vous nous donniez votre sentiment sur la construction de votre projet, là, que ça soit le projet dont tu nous as parlé, l'expérimentation dont tu nous as parlé, Grégory, ou bien les projets dont tu viens de nous parler à la fin et pour lesquels je t'ai coupé, Jean-Pierre. Donc,
en quoi l'engagement des personnes concernées en fait, a contribué ou a été un levier là, dans les résultats que tu nous as présentés, Grégory. Et puis ça m'intéressera bien aussi, Jean-Pierre, que tu nous donnes ton avis là, sur les projets en perspective. Grégory, peut-être pour commencer? Oui, l'engagement, il est déterminant. Quand on va voir un chirurgien qui fait 1000 cataractes par an depuis 25 ans, on lui dit « tu peux encore t'améliorer ». Il rigole, il dit « je suis au sommet de mon art », que ça soit dans le public ou le privé. Mais il dit « chiche ». Et l'engagement, en fait, vient de ce chiche. C'est-à-dire qu'on a certains leaders qui se disent « après tout, ça m'intéresse de voir ce que je donne, parce que finalement, je ne me suis jamais comparé ». Et ces métriques qui sont utilisées à l'échelle internationale donnent en fait des indicateurs qui rendent désirable. C'est ça en fait. Quand on parle de l'engagement, c'est qu'il y a aussi un désir d'amélioration continue, un désir de communauté qui s'adosse en fait sur un socle statistique qui a une valeur scientifique. Et l'engagement, enfin, vient également d'une forme d'humilité de ces leaders qui se disent « je ne peux pas m'améliorer seul ». Je dois m'améliorer collégialement, collectivement. Cette amélioration, elle est asymptotique. Mais quand on voit que finalement, quand ils ne touchent plus les 30 €, le financement incitatif, 100% des chirurgiens, après l'expérimentation, disent on continue, on veut continuer, l'engagement, il est là. La vraie question de l'engagement, ça va être, bien sûr, c'est les financements publics qui également manquent et qui devraient permettre ces dynamiques. C'est pour ça qu'on les réplique, parce qu'il y a cet engagement sur le canal carpien avec les chirurgiens de la main, sur la maternité et d'autres registres qui sont en train de se déployer. Merci beaucoup. Donc, on voit bien le sens pour les professionnels de se poser des questions, d'analyser leurs pratiques. Ça leur permet d'aller plus loin et puis de le faire ensemble. Est-ce que, Jean-Pierre, tu peux compléter les propos de Grégory, oui, plus sur en quoi l'engagement des personnes concernées permet de peut-être donner plus de sens du coup à ces analyses que vous faites, justement que ces résultats soient bien les résultats perçus par les patients, par exemple, pour tendre la perche. Je crois qu'il y a un élément, pour commencer, il faut parler de la façon dont ces questionnaires, parce qu'il s'agit de questionnaires, hein, ils peuvent être papier, ils peuvent être sur une tablette, sur un smartphone, sont reçus par les patients en fin de compte. Et donc, ce qui a permis d'engager France Asso Santé, même si on est persuadé qu'évidemment, quand on dit résultats cliniques perçus par les patients, on peut être que d'accord, c'est l'acceptabilité, notamment dans le projet où il y a le plus de recul, que le projet cataracte. En fin de compte, non seulement ces questionnaires sont utilisés, mais ils sont utilisés par une très très grande majorité de patients. Grégory vous donnera les chiffres. Et donc, en fin de compte, on a pas mal de recul sur ces questionnaires, même s'ils viennent de la recherche. Et donc, ça fait partie, je pense, d'un élément rassurant dans la relation médecin-patient qui participe d'une prise en charge qui va être perçue comme améliorée, mais surtout, ce que les patients et les usagers doivent comprendre, c'est que l'utilisation de l'information, déjà en direct dans la relation avec le clinicien, parce que le clinicien, quand il va présenter le questionnaire ou quand le patient a appris le questionnaire, il verra que des questions sont posées en fin de compte sur la pertinence et sur l'utilité des actes. Et donc, c'est un premier élément important. Et ensuite, il y a ce qu'on va en faire dans les équipes cliniques, que ce soit à l'intérieur d'une équipe ou, et Grégory l'a souligné, dans les comparaisons à l'intérieur d'une région ou au niveau national. Donc, pour revenir pour moi à l'élément pour répondre à la question le plus important, c'est l'acceptabilité et le taux extraordinairement élevé d'adoption de ces questionnaires par les patients. Très bien. Est-ce qu'ils sont construits avec les patients, ces questionnaires? Oui. J'ai vu un hochement de tête de Grégory. Oui, ils sont construits avec les patients. Ils sont co-construits avec patients et professionnels au sein d'un organisme international qui s'appelle ICHOM, l'International Consortium for Health Outcomes Measurement, qui standardise en fait par pathologie un dictionnaire de données avec des PROM, c'est-à-dire des questionnaires patients, et des CROM, c'est des données cliniques. Et donc, il y a une méthode Delphi itérative qui va en fait réunir dans plein de pays des patients et des professionnels qui s'assoient, qui vont valider in fine un questionnaire minimaliste, un dictionnaire de données minimaliste, qui en fait semble pertinent. Et c'est pour ça qu'on a des taux de réponse supérieurs à 80%, c'est que les questions en fait sont importantes aux yeux des patients. Ils comprennent que ce n'est pas un questionnaire de satisfaction,
Ce n'est pas un questionnaire d'expérience, comme on dit abusivement, puisqu'on ne parle pas de communication ni de confort, on parle de qualité visuelle. Et donc, c'est un score fonctionnel qui quantifie, qui objective à la question comment voyez-vous ou comment allez-vous. Le questionnaire répond combien allez-vous, combien voyez-vous. Et ce passage, ce saut quanti, en fait, implique énormément le patient qui a contribué, qui comprend en fait que la question a été co-construite par les patients eux-mêmes. Très bien. Merci beaucoup de cette précision et de cette différence entre PROMS et PREMS. Effectivement, même si les PREMS, ça va quand même au-delà du confort et de l'information, mais c'est important que tu nous rappelles effectivement que les PROMS, c'est vraiment les résultats mesurés par les patients. Merci beaucoup à vous deux, parce que c'est un vrai challenge de parler de ça en 20 minutes. Donc, un grand merci. On va passer sur un autre sujet. On va passer sur une approche, on va dire... on va essayer de tentative d'améliorer la pertinence du parcours de soins, Emma et Mireille, et vous allez nous présenter en fait le travail que vous avez mené ensemble, et puis avec un groupe assez conséquent, vous allez nous décrire tout ça. Merci à vous deux. Donc la règle du jeu, c'est, vous avez bien vu, 15 minutes, puis après on se donne 5 minutes pour échanger. Bonjour à tous. Donc, effectivement, l'enjeu, c'est de vous présenter succinctement notre projet, donc on a appelé Apparition, pour améliorer les parcours de soins des patients pour lesquels une demande alors, soins de suite et réadaptation, c'est l'ancienne terminologie qui existait à l'époque, que je remplacerai par SMR par la suite. Donc, comment on peut améliorer ces parcours au CHU de Rennes ? Donc, je vais vous présenter les premières lignes du projet, et puis Mireille prendra la suite après. Juste vous dire que c'est un projet qui a été travaillé en collaboration entre le CHU de Rennes et le CAPS Bretagne. Voilà. Donc, on est parti en fait des constats que je pense vous partagez tous dans vos établissements, qui est celui de l'augmentation des délais de réponse aux demandes de SMR, voire une augmentation du nombre de refus. Donc, des services de médecine qui demandent des SMR et puis on n'a pas de réponse, ou alors ça prend énormément de temps, ou on refuse, avec des patients qui restent plus que nécessaires dans le service de médecine, qui finissent par rentrer dans leur lieu de vie habituel, et une perte de chance potentielle lorsque une prise en charge en rééducation était nécessaire. Le deuxième constat, c'est celui d'un manque de place et surtout d'un manque de coordination avec les structures de la ville. Alors, je cite par exemple, mais les SIAD, l'hébergement permanent ou temporaire en EHPAD, ce qui fait qu'on va demander parfois un SMR alors que le patient aurait été mieux dans ces structures de ville. Le troisième élément, c'est celui des demandes d'admission en SMR qui vont un peu à tout va, on va dire. Donc, pour un même patient, on va avoir une demande de médecine dans l'hôpital de proximité, une demande de 2-3 SMR qui n'ont pas du tout les mêmes indications, une demande d'HAD, d'EHPAD, et puis finalement, l'enjeu, c'est que le patient sorte de médecine. Donc ça, les hypothèses qu'on avait, c'était bien sûr une méconnaissance en fait des types de SSR, de leurs indications sur un territoire par les prescripteurs. Et puis cette incitation à demander de plus en plus tôt en fait les SMR dans un séjour de médecine à un stade où parfois on ne sait pas encore quel va être le besoin précis du patient à sa sortie. Donc ces constats partagés nous ont conduit à se poser la question suivante: est-ce que les patients bénéficient de l'orientation et du parcours le plus approprié au regard de leurs besoins? Donc voilà, merci. Donc, l'objectif qu'on s'est fixé pour ce projet, c'était d'identifier des actions d'amélioration des parcours de soins qui impliquaient une demande de SMR, donc au-delà du CHU, dans le territoire de santé du numéro 5 dans lequel nous nous plaçons. Alors, l'idée initiale était en fait de conduire une revue de pertinence, donc de façon assez classique, habituelle, c'est-à-dire d'évaluer la pertinence de ces parcours au regard de l'expertise de professionnels de santé, comme on en a l'habitude. Et puis assez vite, en discutant avec nos collègues du CAPS, avec qui on partageait les mêmes locaux, ils nous ont suggéré, je parle de Gaël Gernigon et puis de Pascal Jarnot, ils nous ont assez vite suggéré d'y associer en fait un retour patient au-delà d'un retour professionnel et d'interroger l'expérience du patient vis-à-vis de cette décision d'orientation en SMR. Et puis assez vite, en fait, l'équipe projet qu'on avait constituée a totalement adhéré à cette proposition et puis on s'est lancé. Alors,
D'abord parce que ça répondait complètement aux définitions de la pertinence, hein, puisque l'impertinence invite à documenter les besoins du patient dans son environnement au quotidien. Et puis parce que c'était une méthodologie un peu innovante et qu'on s'est dit, bah, si ça fonctionne, derrière, on peut le dupliquer, alors ailleurs dans la région, ailleurs sur d'autres populations, d'autres sujets de parcours. Donc, on avait bien ce double enjeu d'évaluer la pertinence de l'orientation en SMR au regard de l'expertise des professionnels de santé, mais aussi au regard du vécu et de l'expérience des patients et originalité supplémentaire au regard de l'expérience de leurs proches aidants. Alors, bien sûr, derrière, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh ben, on va mettre en regard, alors, il ne s'agit pas de confronter, hein, mais de mettre en relation et d'observer ce qui se passe entre ces trois visions, professionnels, patients et proches aidants. Donc très vite, hein, juste vous dire que forcément l'équipe projet correspondait à cet enjeu, avec une équipe de professionnels médico-soignants concernés dans les services au CHU, des représentants de patients dont fait partie Mireille qui est à mes côtés, et puis une patiente partenaire et un soutien méthodologique donc assuré par la santé publique du CHU de Rennes et puis le CAPS Bretagne. En termes de méthode, très vite, donc un premier volet professionnel, et l'enjeu c'est d'aller après plus sur le volet aidant. L'enjeu professionnel, je vous l'ai dit, en fait, c'est des choses assez classiques, c'est-à-dire qu'on a réalisé une revue de pertinence. Donc, on a pris 3 unités de médecine interne du CHU. Et puis, sur une période donnée, on a pris tous les patients pour lesquels il y avait eu une demande de SMR. Donc, pas ceux qui y sont allés, hein, mais pour lesquels il y avait eu une demande. Et puis, on a mis 3 experts autour de la table, gériatres et éducateurs, cadres de santé. Et on leur a dit, regardez les dossiers, dites-nous si la demande était pertinente ou non. Et après, on est allé un petit peu plus loin de savoir est-ce que c'était la bonne demande, est-ce que c'était le bon SMR qui était demandé, etc. Et donc, je vais laisser la parole à Mireille pour le deuxième volet qui concernait l'évaluation de l'expérience des patients et des proches aidants vis-à-vis de cette décision d'orientation. Merci. Donc, le groupe de travail est constitué, usagers et professionnels. Très vite, au regard du partage des constats faits par l'équipe des professionnels et des experts, on décide déjà de dire qu'il faudra conduire des entretiens en binôme, professionnels et représentants ou d'usagers. Et puis, plus particulièrement, c'est le aller vers, c'est-à-dire là où ils vont être, c'est-à-dire chez eux, à leur domicile pour la plupart du temps, ou en visio exceptionnellement. Alors pour cela, qu'est-ce qu'on va utiliser comme outil? On va se proposer d'établir une grille, et on ne part pas de rien, on part de la grille qui est utilisée pour les patients traceurs. Donc, c'est une grille que l'on va adapter, mais on y reviendra après. Cette grille, une fois constituée, une fois établie, et bien sûr, on va essayer, dans notre groupe, de la tester. Ça a donné lieu à des moments très sympathiques. Juste peut-être préciser aussi que donc, quand on va aller au domicile des personnes avec lesquelles on va s'entretenir, il y a toute une démarche qu'on va expliquer tout à l'heure qui est bien sûr respectée. Et pour la plupart du temps, même tout le temps, on a eu des accueils très positifs, très chaleureux et des personnes très, très disponibles. Juste un mot sur les résultats du volet professionnel, ce n'est pas vraiment l'objet aujourd'hui, c'est de dire que on a fait ce travail sur 34 patients, ce qui peut sembler assez peu, mais en fait, ce qui nous a largement suffi à tirer derrière des actions en fait d'amélioration. Alors voilà, on a juste présenté un chiffre parmi des dizaines qui sont disponibles, c'est de dire qu'en fait, on avait 68% des demandes de SMR qui étaient pertinentes versus 32 qui ne l'étaient pas. Après, on a recherché les facteurs de non-pertinence, etc. Voilà, ce n'est pas le lieu de détailler ces résultats aujourd'hui, donc je repasse la parole à Mireille. Pour ce qui concerne le volet résultats patients aidants, nous avons eu 6 séances de travail. Alors, je passe là-dessus très rapidement parce que ça revient à l'écran, je ne l'ai pas dit, mais 6 séances de travail qui ont duré chacune entre 2 heures et 3 heures parfois, surtout quand on faisait les simulations. Et puis, après, cela a donné lieu à plus de 10 entretiens qui ont été, comme je le disais, avec des accueils très positifs. Pour les patients, les constats que l'on peut faire, si on peut mettre le slide, oui, merci. Les patients qui ont été admis en soins de suite et de réadaptation à l'époque, donc, ont tous considéré que cette orientation était pertinente.
même en l'absence d'indication médicale. Donc, en précisant que le soin de suite et de réadaptation avait permis une reprise de confiance en soi, un sentiment de sécurité et de récupération globale. On va revenir sur cet aspect de global, de prise en charge globale, de considération de l'environnement de vie de la personne, aussi bien sur le plan social, familial que environnemental, matériel. Donc, vous avez à l'écran des verbatims. Je suis plus costaud maintenant. Ils l'ont métamorphosé. C'est un aidant qui parle, bien sûr. Et puis, on ne s'est pas occupé, c'est là qu'il y a la prise en charge globale. On ne s'est pas occupé que de mon poignet qui était fracturé, mais aussi de mon état global. J'ai trouvé ça exceptionnel. Le deuxième slide, c'est parmi les patients non admis en soins de suite et de réadaptation, donc ils ont fait un retour à domicile, RAD, c'est ça, hein, retour à domicile directement chez eux après l'hospitalisation et qui avaient une prise en charge par des kinés, par exemple, en libéral. Deux ont considéré que cette orientation n'était pas pertinente, une moindre récupération, des prestations du libéral moins longues, moins en adéquation avec la problématique qu'eux ressentaient. Et puis, on a rencontré aussi des discordances dans les entretiens entre le patient et son aidant proche. Donc là, on a quelques verbatims aussi. Ce que je peux souligner, c'est que lorsqu'il y a discordance entre le patient et l'aidant, c'est par exemple un refus de soins qui avait été décidé, on va dire, par l'équipe, et puis un désaccord notoire, quelqu'un qui ne veut pas de la rééducation et dont la personne aidante disait il ne veut pas, on ne va pas le forcer. Ou alors, un constat aussi que, par exemple, les patients et les aidants n'étaient pas forcément associés à la prise de décision en termes d'orientation en SSR. Et parfois, le lieu pouvait être imposé, mais finalement, c'était plutôt apprécié et plutôt pertinent par rapport au lieu du domicile, par exemple, ce qui facilitait les visites régulières. Et puis, je l'ai déjà dit, mais l'appréciation très positive quant à la prise en charge globale de la personne, où on ne s'occupe pas simplement de son problème de poignet, par exemple, mais aussi de son cadre de vie. Je vous laisse lire les verbatims, voilà. Ouais, alors comme il ne nous reste que quelques minutes, en fait, c'est juste indiquer que donc des actions d'amélioration ont été identifiées à l'échelle du service, de l'établissement. Je ne vais peut-être pas les lister toutes parce qu'on n'a pas le temps, je pense. Qui ont été... Oui. Non, mais qui ont été donc identifiés avec les équipes. Évidemment, on est revenu, nous, les premiers destinataires de ces résultats, que ce soit le volet professionnel ou patient, ça a été les équipes médico-soignantes, des unités. Et puis, on a réfléchi à comment faire mieux, comment améliorer ce processus. Et je vais juste extraire une ou deux idées. C'est un point qui est revenu, c'est comment bien identifier l'aidant ou la personne de confiance qui va être associée à la décision partagée d'orientation, en fait, parce qu'on se rendait compte que la sœur aînée voulait telle chose, le frère cadet voulait autre chose, et la patiente encore quelque chose d'autre. Et les possibilités des professionnels étaient encore tout autres. Donc, c'est comment, en fait, on identifie cette personne associée. Et le deuxième point majeur, c'était comment on prend mieux en compte l'environnement du patient et son état de santé antérieur. Des éléments qui n'étaient pas toujours renseignés dans nos questionnaires de demande. Donc, vous voyez, on a repéré des choses comme ça qui nous ont permis d'engager des actions d'amélioration relativement simples, finalement, en tout cas qui ont fait réfléchir les équipes. Voilà, et est-ce que j'en sors encore une? Oui, alors concernant les patients, voilà, on a également, on s'est rendu compte qu'il fallait travailler sur des outils de communication pour les patients et les proches sur le SMR. Qu'est-ce que c'est qu'un SMR? En fait, à part lever en convalescence, les patients ne savent pas. Donc, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Eh bien, c'était un sujet, en fait, d'aller vers ce type de document. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là sur les actions d'amélioration pour qu'on prenne le temps sur le retour d'expérience. Ouais.
Bon, alors, je vous montre juste les 2 diapos. En fait, il y avait un enjeu aussi de méconnaissance, alors de la part des patients, mais des prescripteurs. Alors ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup interpellés. C'est que des prescripteurs au quotidien de services donc de soins de suite, soins médicaux et de réadaptation ne connaissaient pas, ne savaient même pas qu'il existait différents types de SMR, quelles étaient leurs indications, qu'il existait de l'HDJ, qu'il existait de l'HAD, etc. Donc, on a construit des petits outils en interne qui ont été partagés avec d'autres établissements d'ailleurs. Voilà, passer. On peut passer, hein, c'était juste à titre d'exemple. Et on a également, dans ce cadre-là, diffusé un document qui recensait l'ensemble des établissements potentiels. On peut passer aussi. Voilà. Pour notamment les jeunes médecins arrivants qui puissent, sur un territoire, connaître un petit peu l'offre de soins en termes de SMR. Quelques mots de retour d'expérience, mais ça va rejoindre les questions peut-être après. À peine stressant. Donc, pour la constitution du groupe mixte, pourquoi intéressant? Parce que ça crée une culture commune et ça permettait de définir en commun des outils en se posant les questions partagées. Pourquoi les entretiens binômes professionnels et représentants des usagers? Eh bien, ça enlevait la pression de la blouse blanche, entre guillemets, et puis ça permettait aussi d'avoir un volet empathie peut-être plus grand par rapport à l'écoute de ce qui était autre que le problème de santé ou le problème de rééducation propre, et donc parfois aussi de reformuler des questions qui pouvaient être posées de façon peut-être un peu trop abrupte. Je ne veux pas trop être stigmatisante. Ça sortait du domaine médical et puis aussi ça permettait souvent de faire en sorte de rebondir et de permettre à la personne ou à l'aidant de s'autoriser à dire des choses qu'elle n'aurait peut-être pas dites s'il y avait eu que le professionnel de santé. Voilà, c'était le côté émotionnel. Et puis, pour nous, pour nous, représentants des usagers ou patients partenaires, ça a été très intéressant de pouvoir s'acculturer à quelque chose qui n'était pas de notre domaine. Et on espère que de l'autre côté, on a apporté des points de vue qui permettaient de voir les patients et les retours d'expérience qu'on pouvait faire, les présenter différemment. Je ne suis pas bonne du tout quand il faut me presser. Merci beaucoup. Et je le sais, et voilà, c'était la contrainte. Je suis désolé, Mireille, pour maintenir le temps et que chacun ait le même temps. Donc là, on a 4-5 minutes pour peut-être développer ces derniers points. Du coup, je vais vous retendre la perche sur ce dernier point, en fait. Est-ce que vous avez identifié, du coup, avec cette expérience, des aspects facilitants et des freins, en fait, dans l'idée de faire cette co-construction à tous les niveaux, si j'ai bien compris, en fait, dès le départ dans la construction, puis après dans l'évaluation, dans la mise en place des actions. Est-ce que vous avez quelques éléments que vous voudriez partager avec tout le monde pour dire qu'est-ce que ça permet, qu'est-ce que ça n'a pas permis? D'une part, je crois que ça a mis en évidence la complémentarité des deux positionnements. D'autre part, je voulais insister sur la démarche quand même que nous avons co-construite, c'est-à-dire que pour identifier les personnes qu'on allait entretenir, entre guillemets, bien sûr, il y avait d'abord un contact pris par l'équipe, voir s'il y avait les patients qui étaient le bon patient pour pouvoir accepter. Ensuite, il y avait une confirmation du rendez-vous quelques jours avant l'entretien. Et nous, quand on se présentait au domicile des personnes, bien sûr, on se présentait physiquement qui on était, mais on redemandait si les personnes étaient toujours d'accord pour pouvoir faire l'entretien. On ne s'imposait pas, on essayait de voir où ça allait être le plus confortable, mais souvent on était attendu, voire avec un petit café et des gâteaux, donc c'était plutôt sympathique, et on sentait que les personnes avaient envie de parler de leur parcours. Et la plupart du temps, ça a été quand même très convivial, très positif. Les questions de la discordance, même lorsqu'il y a eu discordance entre le patient et l'aidant, ça restait sur un registre très respectueux, et ça permettait aussi à la personne aidante qui portait un poids important, je me rappelle l'entretien, qui portait un poids important parce qu'elle était toute seule sur Rennes pour sa mère et que les autres sœurs étaient beaucoup plus loin géographiquement parlant, et qui lui déléguait finalement une responsabilité qu'elle n'était pas complètement en mesure d'assumer parce qu'elle-même était malade, et donc ça devenait très, très lourd. Et
parfois culpabilisant et un peu d'amertume d'être toute seule à assumer ça. Enfin bon, voilà, il y avait tout ça qui ressortait, qui était dit, et je pense que c'était aussi un petit peu un soulagement pour la personne aidante et la personne, la patiente étant bien sûr présente. Oui, mais moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai vraiment, enfin, à titre déjà personnel, j'ai trouvé ça très riche, en fait, les retours patients et proches. Enfin, moi, ça a éclairé beaucoup de choses et quand on l'a partagé avec les professionnels, avec les équipes, en fait, tout ça a éclairé des situations et ça a parlé, je trouve, aux équipes, mais de façon vraiment, on s'en doutait un peu, mais ça correspondait tellement à ce qu'ils voyaient au quotidien, en fait, ces retours, que je trouve que ça a été assez fort pour identifier des actions derrière utiles. Et la deuxième chose, ce qui m'a peut-être encore plus marqué, c'est auprès des directions, la direction générale, etc. Quand on a communiqué, parce qu'on a beaucoup communiqué sur ce travail, et ben ça parlait aussi beaucoup. Et les verbatims étaient lus, redemandés, analysés. Et je pense que ça, c'est vraiment fort en fait, et que peu importe le nombre de patients, peu importe la représentativité, les statistiques, etc. Ça a vraiment permis de s'appuyer en fait, de s'appuyer dessus pour identifier derrière des leviers. Donc moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un sacré levier. Et d'ailleurs, c'est des méthodes qu'on a commencé à partager avec d'autres établissements. Je pense notamment à Quimper. Je ne sais pas s'il y a des représentants ici. Donc, c'est aussi ça, c'est comment après on peut partager des retours d'expérience. La dernière question, si vous pouvez répondre vite. Je suis désolé, Mireille, mais est-ce que cet aspect reproductible, en fait, par rapport à ce que vous avez monté, parce que j'ai vu pas mal d'établissements m'ont présenté, est-ce que les outils que vous avez développés, ils sont utilisables Complètement utilisables. Après, c'est la démarche, là, telle qu'on l'a faite, elle est assez quand même chronophage. Enfin, je pense qu'il y a plein de façons de l'utiliser, beaucoup plus simplement, beaucoup plus rapidement, sans aller jusqu'à... Enfin, il y a plein de niveaux, en fait, et on peut tout à fait imaginer des méthodes beaucoup plus simples qui prennent moins de temps en se basant sur les outils qu'on a construits, pour aboutir à un résultat comparable. Ça va être un aspect, alors merci beaucoup à toutes les deux, ça va être un aspect sur lequel on va revenir, c'est partie de choses qui existent et on peut complètement les adapter. C'est plus simple de prendre contact avec vous peut-être pour avoir, avec vous deux, pour avoir les outils, mais aussi les conseils. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup. Je crois qu'on va les applaudir. Merci. Donc troisième retour d'expérience, donc la campagne Choisir Expo en gériatrie. Merci beaucoup. Donc, je suis Aline Corvol, professeure de gériatrie au CHU de Rennes. Moi, je suis Francine Lègle, représentante des usagers et aussi membre du bureau de France Asso Santé Bretagne. Et je suis représentante des usagers dans des établissements du bassin rennais. Donc, je vais vous parler de la campagne Choisir avec soin et plus précisément, je vais axer ma présentation sur ce que les usagers ont pu apporter à cette campagne et à quel niveau ils sont intervenus. Diapositive suivante. Alors, choisir avec soin, en anglais choosing wisely, c'est-à-dire si on voulait traduire littéralement choisir sagement, c'est une campagne internationale qui a maintenant une quinzaine d'années à l'initiative de la Société de médecine interne américaine. Et puis, vous voyez que un certain nombre de pays, il y a une trentaine de pays aujourd'hui qui sont engagés dans cette campagne. Et ils ont tous choisi un logo et un nom pour ceux qui n'étaient pas anglophones. Et vous remarquerez dans ces logos l'importance mise sur le dialogue avec ces petites bulles qu'on voit apparaître dans les différents logos. C'est parce que un des leviers de la pertinence pour choisir avec soin, c'est qu'un soin pertinent, c'est un soin qui est choisi avec le patient à l'issue d'un processus de décision partagée. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette petite bulle. Les autres principes de la campagne, c'est que la pertinence est un enjeu professionnel. C'est-à-dire qu'on fait de la pertinence pour faire de la qualité. Et donc, c'est la responsabilité des médecins, donc avec les patients et en s'appuyant sur le dialogue avec le patient, d'améliorer la pertinence des soins. Ce n'est pas un enjeu du financeur ou de l'assureur, mais bien un enjeu professionnel. Diapositive suivante. Alors, la démarche Choisir avec soin telle qu'on l'a déclinée en France, elle s'appuie sur 3 piliers. Le premier pilier, il est partagé avec l'ensemble des pays impliqués dans la démarche. Les 2 autres, ils sont partagés avec d'autres pays, mais chaque pays a fait un peu des choix différents. Le premier, c'est d'établir
pour chaque spécialité. Et donc moi, en l'occurrence, je coordonne la campagne en gériatrie, une liste de 5 recommandations sur des prescriptions, il manque un S, excusez-moi, au risque de non-pertinence. Donc l'idée, c'est des messages courts sur attention, dans telle situation, réfléchissez-y à 2 fois, ce soin ou ce médicament ou cet examen pourrait ne pas être pertinent. Alors, ce n'est pas les recommandations médicales opposables d'il y a quelques années, c'est-à-dire que ce n'est pas des traitements interdits, on va dire, c'est juste des traitements ou des soins ou des actions à risque de non-pertinence. Je vous montrerai après la liste des 5 recommandations qu'on a choisies pour la gériatrie. Il est apparu que le fait de communiquer sur des recommandations comme ça, alors surtout quand on n'a pas trop de moyens de communication, ça ne marchait pas très bien. Et donc, pour aller plus loin, on a proposé des campagnes d'évaluation des pratiques professionnelles, un peu comme ce qui a été montré sur la première proposition. Sauf pour le coup, on est resté beaucoup à l'auto-évaluation. Donc, chacun juge ses pratiques et voit s'il peut faire mieux. Alors, on compare avec la moyenne de la région, mais on ne compare pas individuellement. Nous, on n'en est pas encore à ce changement culturel. Donc, ces campagnes d'évaluation des pratiques professionnelles, on a commencé en Bretagne avec le soutien du CAPS. Et puis, la dernière campagne a concerné 10 des 13 régions françaises. Et puis, on s'est aperçu que ça ne suffisait pas de faire des campagnes parce qu'effectivement, les pratiques, pour le coup, ce n'est pas comme la cataracte, nous, ça ne s'améliorait pas tout seul. Et donc, on a mis à disposition des praticiens une boîte à outils avec des algorithmes de déprescription. Et puis, je reparle du dialogue, des documents pour soutenir la discussion, l'échange avec le patient. Diapositive suivante. Voilà, là je vous montre, c'est juste pour que vous compreniez bien à quoi consiste la campagne, les 5 recommandations qu'on a fait pour la gériatrie. Alors, souvent ça tombe sous le sens, hein, mais j'ai envie de dire ce qui va sans dire va encore mieux en le disant. La première, elle porte sur les bandelettes urinaires, donc pas d'indication à une analyse d'urine s'il n'y a pas de symptômes cliniques. La deuxième, c'est sur l'usage prolongé des benzodiazépines, donc avec l'idée de débuter une démarche de déprescription si une benzodiazépine est prescrite au long cours, ce qui arrive souvent en France. Une recommandation sur les antipsychotiques dans la démence, qui sont à utiliser en dernier recours. Une recommandation sur les inhibiteurs de la pompe à protons, donc c'est des médicaments pour l'estomac qui sont souvent prescrits en excès ou non arrêtés. Donc là aussi, l'idée, c'est de revoir s'il y a une indication et de les interrompre en l'absence d'indication. Et la dernière recommandation, Francine vous en parlera un peu après, on l'a confiée aux usagers. On en parlera après. Diapositive suivante. Alors, donc les usagers interviennent, si j'ose dire, à 3 moments de cette campagne. Ils sont intervenus sur la rédaction des recommandations pour que l'écriture parle à tout le monde et puis donc sur la rédaction d'une recommandation. Ils sont intervenus sur la mise en œuvre de la campagne d'évaluation des pratiques professionnelles et ils sont intervenus. Ils sont impliqués dans ce processus de décision partagée puisqu'on s'appuie sur des supports qui ont été co-construits, mais en l'occurrence pas par nous, mais qui ont été co-construits avec des usagers. Et je passe la parole. Oui, alors donc cette recommandation, elle a été initiée quand même par le groupe de gériatres au point de départ, de solliciter des représentants des usagers pour écrire une rédaction. Et nous avons été sollicités par le CAPS Bretagne, un petit groupe de représentants des usagers, pour faire une proposition d'une rédaction d'une recommandation sur la décision partagée. Alors, cette recommandation précise que dès les premiers jours d'hospitalisation ou d'entrée en EHPAD, un dialogue sur la nature des soins ou de l'accompagnement à mettre en place doit s'instaurer avec la personne concernée et avec son entourage, si elle le souhaite, afin que ces soins ou accompagnements reposent sur les besoins et attentes de la personne.
Merci. Et donc, je précise que sur les autres recommandations, donc, elles avaient d'abord été rédigées par un groupe de médecins et pharmaciens. Et il y a eu une relecture et une réécriture. Par exemple, des mots comme prévention primaire n'étaient pas forcément très, très clairs pour les usagers. Il y a eu des discussions pour savoir si on parlait d'antipsychotiques, de neuroleptiques, de benzodiazépines, d'anxiolytiques, d'hypnotiques. Enfin, voilà. Tous les mots ont été choisis. On parlait d'infection urinaire à un moment asymptomatique. Ça a été changé par bactériurie asymptomatique. Enfin, voilà. Donc, il y a eu tout ce travail de réécriture pour que les recommandations et l'argumentaire puissent être clairs pour tout le monde, puisque si on veut dialoguer, c'est la base. Diapositive suivante. Donc, deuxième lieu d'intervention des usagers, c'est dans la campagne d'évaluation des pratiques professionnelles à 2 niveaux. Alors, un premier niveau qu'on n'avait pas du tout attendu, mais ça a été une bonne surprise, c'est qu'en fait, France Asso Santé nous a beaucoup aidé dans la communication auprès des établissements. J'ai du mal avec les S, je crois. Donc, dans la communication auprès des établissements de santé. Ça se voit que ça a été fait un peu tardivement. Et donc, puisque grâce aux représentants d'usagers, en fait, donc les hôpitaux ont été sollicités. Moi-même, j'ai sollicité les gériatres. Les structures régionales d'appui ont sollicité les responsables qualité, les directeurs qualité des différents établissements. Et France Asso Santé a communiqué auprès des référents d'usagers. Et c'est ça qui nous a permis de mobiliser un grand nombre d'établissements dans ces campagnes d'évaluation des pratiques professionnelles. Et puis, c'est les usagers qui ont... Tu m'as coupé le micro? Ah non, c'est bon. C'est les usagers qui ont eux-mêmes évalué leurs propres recommandations, puisque les autres évaluations, c'était des revues de dossiers. On allait voir dans les dossiers ce qui avait été prescrit. Là, sur le dialogue, c'est pas écrit dans le dossier et c'est pas forcément en demandant au médecin s'il y a eu un dialogue qu'on aurait eu la bonne information. Et là, en fait, dans chaque établissement, alors déjà, il y a eu quand même cette année, ça a beaucoup évolué, hein, puisque au point de départ, on n'a eu que 2 ou 3 établissements qui avaient participé. L'année dernière, on a eu 22 services qui ont participé et 13 établissements bretons qui ont participé, quand même dans cette recommandation qui a été faite par les représentants des usagers. Il y a donc eu, alors ce qui était la différence, c'est que il y avait les représentants des familles dans le médico-social, puisque ce sont des EHPAD. Et puis, au niveau des USLD, SMR, ce sont des commissions des usagers, donc des représentants des usagers. Moi, dans l'établissement où je suis représentant des usagers, il y a donc les deux. Donc, il y a le médico-social et le sanitaire. Et en fait, pour mettre à l'aise le représentant des familles, donc on l'a fait en binôme, ce qui était intéressant aussi parce qu'il connaissait les résidents. Donc, de le faire en binôme et de le laisser poser des questions justement auprès des résidents, puisque c'était à partir d'un questionnaire. Et on a vu que, c'est sans doute les slides suivantes, je pense. Oui, voilà. Le questionnaire, alors c'est écrit tout petit, hein. Je ne vais pas pouvoir le lire. C'est pour lire que ce qui est en noir. C'est pour lire que ce qui est en noir. Alors, il y avait donc participation des patients ou résidents aux directions, aux décisions, aux soins. Et puis, il y avait donc l'association des proches, la personne de confiance et les directives anticipées. Donc, quand on a fait leur rencontre, ce qui était intéressant, alors ça avait été fait aussi avec les responsables des services, quelles personnes on pouvait aller auditionner. Et puis, on leur a redemandé s'ils étaient toujours d'accord. Je dis quand on est allé, mais bon, ils sont toujours contents de nous voir parce qu'en fait, surtout dans les EHPAD, ça leur fait une petite visite et ils ont beaucoup de choses à dire. Donc, c'était intéressant aussi de passer du temps parce qu'on passe plus de temps, c'est vrai, au niveau des résidents qu'au niveau du sanitaire parce que eux-mêmes sont souvent moins âgés d'ailleurs, hein. Si la moyenne d'âge était de 86 ans, on a quand même beaucoup auditionné au niveau du sanitaire qui avait 75 ans, 78 ans. Donc au niveau des EHPAD, c'est vrai, ce qui était intéressant, c'était de voir, on peut voir que dans les résultats, il y avait eu... Ah oui, vous l'avez mise alors. Diapositive suivante. Alors, ce qu'on peut voir quand même, c'est que depuis votre arrivée, avez-vous eu l'occasion d'échanger avec un professionnel de l'établissement sur les soins dont vous avez besoin? Les trois quarts ont répondu oui. Est-ce qu'on vous a expliqué pourquoi vous avez eu besoin de nouveaux traitements
soins ou examen. On voit que les 3/4 de réponses sur 92 ont répondu oui. Est-ce qu'on vous a demandé votre accord pour ce nouveau traitement, soit aux examens, et les 2/3 seulement ont répondu oui. Est-ce qu'on vous a demandé ce que vous souhaitez ou ne souhaitez pas recevoir comme soin si votre santé se dégrade? Alors là, on voit, alors est-ce que les professionnels ne sont pas à l'aise pour poser cette question, mais on voit qu'en fait, on ne pose pas souvent cette question, et la réponse était seulement 1/3 qui avait répondu oui. Alors, oui, alors moi, ce que je peux dire, parce qu'il y a eu quand même un résultat, on a fait aussi avec France Assos Santé et puis le CAPS Bretagne, on a réuni les représentants des usagers qui avaient participé, que ce soit du médico-social ou du sanitaire, et on voit qu'en fait, il y en a qui ont été très très à l'aise, bien accueillis, bien préparés, parce que c'est pas toujours simple. Pour nous, dans le sanitaire, moi je suis représentant des usagers, c'est plus simple parce qu'on fait régulièrement des petits questionnaires ou des PRUMS ou des patients traceurs. Dans le médico-social, c'est pas encore acculturé, et c'est la différence. Donc ils sont un peu moins à l'aise, ils se sont sentis peut-être moins bien accueillis dans les services ou moins bien préparés. Mais en fait, ce qu'on peut retenir quand même, c'est que la volonté a été respectée concernant la présence des proches. Ça, par contre, c'était très important, et il y a eu 95% qui ont répondu. Information reçue sur la personne de confiance. Donc là aussi, on voit qu'aujourd'hui, que ce soit dans le sanitaire ou dans le médico-social, on pose bien cette question, ils ont bien connaissance. Qu'est-ce que c'est qu'une personne de confiance? Il y a eu 80% de positifs. Échange avec les professionnels sur les besoins des soins. Là, on voit qu'aujourd'hui, on ne prend pas toujours le temps d'en discuter avec la personne, et c'est souvent une décision plus ou moins avec du médecin. Mais dans l'ensemble, il y a eu du personnel à l'écoute, bienveillance et soutien, ce qu'on peut retenir. Je fais confiance au personnel médical, et à mon arrivée, tout a été bien expliqué. Merci. Donc là, c'était juste pour vous montrer qu'on avait dans notre boîte à outils, il y a des outils d'aide à la décision partagée, des documents d'information. Donc celui de gauche, c'est une brochure qui a été validée au Québec et qu'on a adaptée pour la France. Donc c'est une brochure d'une dizaine de pages qui explique vraiment aux patients pourquoi il faut peut-être se reposer la question de la prise de benzodiazépine ou de somnifères au coucher, avec des conseils pour mieux dormir, avec l'histoire de Madame Machin qui dort beaucoup mieux depuis qu'elle a arrêté sa benzodiazépine, des quiz vrai-faux. Et puis les deux autres documents que vous voyez là, ils ont été conçus par l'Omédit du Centre Val-de-Loire, parce qu'on est breton, mais on est ouvert néanmoins. Et donc, c'est des documents synthétiques sur les inhibiteurs de la pompe à protons et sur le benzodiazépine qui permettent de bien expliquer aux patients c'est quoi les risques et c'est quoi les avantages d'arrêter. Diapositive suivante et dernière. Voilà, t'es content? Voilà, donc au total, le fait de nous appuyer sur les usagers, donc on a vraiment eu le soutien de France Assos Santé dans tout le déroulement des campagnes, y compris sur la communication aux établissements. Tu as donné les chiffres bretons, mais au niveau de la France, c'est plus de 50 établissements qui ont participé, plus de 800 entretiens qui ont eu lieu. Le fait d'avoir co-construit, coécrit avec les usagers, l'objectif en tout cas, c'est de faciliter localement le dialogue avec les patients. Et puis voilà, moi ce que je retiens aussi, c'est la motivation des représentants d'usagers sur cette question de la pertinence. J'aurais jamais pensé qu'on puisse mobiliser aussi largement. Merci beaucoup à toutes les deux. J'aimerais bien revenir sur un propos qu'a tenu Grégory Cax tout à l'heure, et puis aussi Pascal Hutin en introduction, sur le fait que d'améliorer le service rendu, ça redonne du sens en fait aussi au travail des professionnels, et donc pour la plus grande satisfaction des professionnels, si je reprends les mots de Pascal Hutin. Qu'est-ce que vous en pensez toutes les deux, notamment au niveau de la Société française de gériatrie et puis de la communauté des gériatres, le fait d'avoir travaillé avec les usagers? La question, elle est aussi pour toi. Qu'est-ce que ça a permis aux professionnels que vous mobilisiez autant les usagers sur cette campagne? Alors moi, ce que je peux dire quand même, ce qui était intéressant, c'était pas de faire que l'enquête. C'est la restitution de l'enquête auprès du Conseil de vie sociale, avec les professionnels
et de la commission des usagers. Parce que c'était intéressant d'avoir ce temps de partage et de voir qu'il y avait encore de l'amélioration, hein, la pertinence aussi. On voit bien que sur un point, je peux revenir, c'est en fait sur les directives anticipées. Là, aujourd'hui, on voit bien que, alors, c'est ou soit, même soi-même, on a toujours du mal à écrire les directives anticipées, il faut être clair. Mais on voit bien que les professionnels, ils ne sont pas acculturés à ça. Donc, souvent, même quand on fait du patient traceur, c'est souvent un point où, quand on parle de directives anticipées, ce n'est pas toujours bien perçu ou on n'ose pas poser la question. Très bien. C'est un point commun aux trois présentations. Hein. On voit bien l'intérêt de l'analyse des pratiques pour après mettre en place des actions. Hein. Comme disait Emma Bageux, ça prend du temps, donc c'est bien si ça sert à quelque chose derrière. Mais j'aimerais bien avoir aussi ton avis, Aline, sur cet engagement des professionnels du fait de l'engagement des usagers. Une des causes de non-pertinence, c'est l'idée dans la tête du médecin que si le patient vient le voir, c'est bien parce qu'il veut un médicament, c'est bien parce qu'il veut un examen complémentaire, et que donc si on veut commencer à ne pas prescrire le médicament, ne pas prescrire d'examen complémentaire ou arrêter des médicaments que le patient a depuis 10 ans sur son ordonnance, ça va être compliqué, il ne va pas vouloir, ça va prendre du temps. Et moi, ce que m'a montré la motivation des représentants d'usagers et leur engagement, et ce à quoi servent aussi tous ces documents d'information qu'on a mis dans la boîte à outils, c'est bien que les professionnels réalisent que c'est souvent une idée fausse et que quand on aborde la conversation avec un patient en lui disant « Oh là, vous prenez beaucoup de médicaments, est-ce que vous voudriez voir si on ne peut pas en arrêter certains ?» En général, la réponse est oui. Enfin, j'ai pas beaucoup de patients qui me disent « Ah non, je veux absolument garder tous mes médicaments et continuer à manger 15 cachets par jour. » Donc, pour moi, c'est important. C'est pour ça que c'est important de bien montrer aux médecins que cette campagne ne se fait pas contre les usagers. L'idée n'est pas de diminuer l'accès aux soins des usagers. C'est bien au contraire de les entendre et de s'appuyer sur leurs souhaits pour prioriser les traitements les plus pertinents. Donc de faire du avec, quoi, en fait. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y avait un point sur lequel vous voulez revenir ou est-ce qu'on peut passer la parole à la salle ? On peut passer la parole à la salle. On peut passer la parole à la salle. Donc on a combien de temps là du coup Non mais elle disait pour rigoler Mireille, mais on a 5 minutes, c'est ça ? 5 ou 10 minutes, quoi, en fait. D'accord, on va tirer entre 5 et 10 minutes pour Mireille, en fait. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut poser une question, soit aux 3 représentants des expériences, soit à un des représentants en particulier ? Ouais. Donc, je ne sais plus quel CTS c'était, mais je sais que vous êtes la voix d'un CTS. Si vous voulez bien vous représenter. Désolé. Oui, Didier Gilbert, CTS Haute-Bretagne, c'est le territoire 5, okay. Dans l'ancienne nomenclature. Moi, je discute avec les usagers dans le CTS qui m'alertent toujours sur quelque chose qui est compliqué, apparemment. C'est qu'il y a des représentants d'usagers dans le sanitaire qui sont désignés par la France Association Santé et validés par l'ARS et qui sont formés. Et par contre, dans le médico-social, on a des conseils de vie sociale où là, il n'y a pas de représentants officiels de ce type, de ce style, qui sont soit les résidents, et la question va être pour Francine, bien sûr, qui sont soit des résidents, soit des proches aidants, qui ne sont pas formés. Moi, j'ai été dans un CVS et quand mon parent est décédé au bout de 3 ans, je suis parti et un autre est arrivé qui n'est pas formé. Et donc, du coup, on voit bien que la façon dont les CVS peuvent être animés dépend beaucoup de la direction, de ce que j'ai observé. Et que derrière, ce n'est pas si bien organisé que dans le sanitaire. Or, dans le sanitaire, c'est souvent des gens qui tournent, alors que dans les CVS, c'est des gens qui restent, qui sont résidents et qui sont sûrement le plus à même de pouvoir être assister ou encadrer ou voilà, interroger. Donc, Francine, où est-ce qu'en est cette évolution qui serait pertinente d'avoir dans les CVS des personnes qui sont un peu peut-être extérieures, pas fort. Il faut garder les usagers et leurs aidants et leurs proches, mais ils sont un peu démunis quand même, non ?
Alors, je crois qu'il y a un guide qui est sorti il n'y a pas très longtemps, j'ai cru lire la semaine dernière ou la semaine d'avant, sur en fait qu'il fallait plus diviser le sanitaire et le médico-social. Il fallait apprendre à travailler ensemble. Et justement, c'est ça. Alors, c'est vrai que les établissements qui ont ces deux, qui ont le sanitaire et le médico-social, c'est plus facile. Aujourd'hui, enfin moi, dans l'établissement où j'étais, en fait, systématiquement, on a dit à un moment donné, ce serait intéressant de travailler avec le médico-social. C'est le sanitaire qui a demandé ça. Et de dire, eh bien, ce serait bien qu'il y ait un représentant des usagers, de la commission des usagers, qui participe au conseil de vie sociale, et l'inverse. On avait un représentant du CVS, le président ou la vice-présidente, qui participait régulièrement à la commission des usagers et qui nous ont dit au bout d'un moment, eh bien, écoutez, c'est vrai qu'on apprend beaucoup sur les droits des usagers, c'est vrai que ça nous manque dans le médico-social. Ça, on en est tous conscients. Alors, je suis aussi présidente d'un comité des usagers d'un groupe, et là aussi, on a appris à travailler ensemble le médico-social et le sanitaire. Et c'est ça aussi qui permet aussi d'enrichir les représentants des familles, mais aussi, il ne faut pas oublier que le sanitaire, on ne connaît pas trop le médico-social et ça permet aussi de comprendre et puis de s'enrichir du médico-social. Moi, je pense que la Haute Autorité de Santé, de toute façon, j'ai travaillé aussi sur un guide à ce niveau-là, mais quelque part, aujourd'hui, avec l'évaluation qui évolue, la certification, puisqu'on rapproche quand même l'évaluation de la certification, ça va permettre aussi eh bien, d'avoir premièrement des responsables qualité qu'il n'y avait pas dans les établissements du médico-social. C'est ça aussi qui permet aussi de former les représentants des familles et les résidents qui sont élus aussi dans le médico-social. Merci beaucoup. Et puis merci pour votre question, parce qu'effectivement, la pertinence, ce n'est pas seulement les soins, c'est effectivement l'ensemble du parcours et donc les accompagnements. On a une question là, puis moi j'avais une question pour les établissements de santé qui sont dans la salle aussi. Ça m'intéresse bien d'avoir votre retour. Pas une question, mais plus un témoignage pour répondre en effet au sujet évoqué tout à l'heure. Laurent Basset du CH de Brocéliande, là, Montfort-sur-Meux, Saint-Main-le-Grand. Depuis 5 ans déjà, nous, les séances de CDU ICVS sont communes. Okay. Voilà, donc c'est possible. Merci Laurent. Oui, bien sûr. Donc, ce que veut dire Laurent Basset, c'est que ça avance, quoi, en fait. Alors, moi, la question que je voulais poser, parce que vous êtes plusieurs établissements dans la salle, c'est au regard des présentations qui vous ont été faites, est-ce que vous avez l'impression que les propositions qui sont faites, là, que ce soit les proms, que ce soit l'orientation en SMR, ou que ce soit justement une réflexion sur les soins en gériatrie, est-ce que ça vous paraît possible d'y participer? Est-ce qu'il y a des choses qui vous freinent pas? Du coup, je vous regarde, je vais voir si vous baissez les yeux ou pas. Ah, vous avez faim peut-être, en fait, c'est ça, quoi. Non, personne ne veut prendre la parole? Est-ce que ça vous semble possible là, de participer à une des campagnes qui est proposée? Oui. C'est un peu ça l'idée? Bonjour, alors moi je suis multicasquette, patiente et professionnelle de santé, mais représentant des usagers aussi. En tout cas, moi ce qui m'intéresse, j'ai fait un mémoire sur le partenariat de soins, donc Pascal Terrum, donc je suis très sensibilisée à cette approche-là. J'ai trouvé les présentations hyper intéressantes parce que c'est vrai que pour avoir été un objet de soins dans mon enfance, je milite pour le partenariat de soins. Donc voilà, en tout cas, moi, tout ce qui m'intéresserait, c'est en tant que patiente, formée, partenaire, ce serait de participer justement à cette pertinence de soins et cette amélioration, ce partenariat de soins. Donc, je ne sais pas si en tant que patient partenaire, on essaye souvent de trouver une place. Voilà. Donc, ça, on a Oui, voilà. Non, moi, je suis Brest. Ouais. C'est ça ce que j'allais dire, plutôt territoire 1. Donc, voilà. Du coup, je te regarde, voilà. Message entendu, de mise en relation. Donc, oui, bien sûr, je pense que plus il y aura d'expérience et plus ça sera évident de le faire. Et vous avez vu les 3 présentations, en fait, je vous invite à le faire, puisque je pense que sur les 3 présentations, on vous a bien montré, en fait, j'espère, l'intérêt, en fait, d'engager les patients dans ces réflexions. Une dernière question, Samantha, c'est possible? Bonjour, je salue Madame Lègle, qui est aussi
président de la CDU du Centre hospitalier de Saint-Grégoire. Il y a mes chutes directeur général. Alors moi, j'ai insisté un petit peu en retard, j'étais avec SOS, hein, pardonnez-moi, et Francine devait aussi y être. On a de la concurrence. Mais je vois que elle a préféré à juste titre l'IRAPS. Il y a du passage entre les deux salles, ouais. Alors nous, en CTS, on l'a dit encore vendredi, il faut tout faire pour éviter que la personne âgée arrive aux urgences. Donc tout ce que vous avez dit là, à mon avis, de ce que j'ai pu entendre à la fin, milite pour ça, c'est-à-dire rapprocher la décision la plus efficace possible et la plus rapidement possible, quoi. Il se trouve que en regardant un petit peu en comparant les expériences, notamment au sein des hôpitaux privés rennais, il peut y avoir des différences de politique d'admission dans nos services de médecine polyvalente de personnes âgées. Tout ça pour éviter le passage aux urgences. Moi, je pense que autant aux urgences psychiatriques qu'aux urgences adultes classiques, somatiques, il faut absolument éviter le maximum possible ces passages-là qui sont toujours un peu troublants. Donc, si on a des outils qui renforcent ça, tant mieux. Concrètement, sur le CHP Saint-Grégoire, il y a une ligne téléphonique, il y a un effort qui est fait avec Omnidoc pour éviter que les personnes âgées déboulent et qu'on puisse préparer ces jours. Et en aval, on a aussi quelques succès, puisqu'on a des DMS qui restent relativement modérés, en moins de 10 jours. Et donc, ça passe par un réseau entre médico-social et assistance sociale du sanitaire puissant, efficace, et qui ne s'invente pas en 15 jours. Tout ça prend du temps de mailler le réseau des correspondants, quoi. Donc, si en plus, il y a des questionnaires qui nous aident à progresser, nous, on est évidemment preneurs. Voilà, et puis on a des représentants des usagers qui sont très preneurs de pertinence des parcours, notamment les personnes âgées. Et donc, j'aurais beaucoup de plaisir à en parler à Francine. Eh bien, là, normalement, ça devrait pouvoir se faire dans 5 minutes, en fait. Et donc, Aline, tu voulais réagir? J'ai juste une micro-réaction sur la question du passage aux urgences des personnes âgées. Je pense qu'il faut l'aborder comme les autres soins. Il y a des passages aux urgences pertinents et il y a des passages aux urgences non pertinents. Et donc, ce qu'il faut supprimer, c'est les passages aux urgences non pertinents, en particulier en permettant l'hospitalisation directe pour des patients qui ont besoin d'une hospitalisation, mais pas forcément d'un passage aux urgences. Et par contre, on a des patients qui ont besoin d'un passage aux urgences, et pas forcément d'ailleurs d'une hospitalisation, ou d'une hospitalisation par exemple dans la fracture du col du fémur. Mais j'insiste là-dessus parce que les études sur la pertinence des passages aux urgences ont montré qu'en moyenne, les passages aux urgences des patients âgés sont plus pertinents que les passages aux urgences des patients plus jeunes. Donc je pense que c'est important que les patients âgés qui ont une bonne indication, une indication pertinente à un passage aux urgences, puissent y aller, et que les autres, effectivement, puissent accéder à l'hôpital par d'autres moyens. On a le droit de ne pas être d'accord. Merci de ton point de vue de gériatre, et je pense que c'est important de redire ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que la non-pertinence, ce n'est pas seulement la surutilisation, mais c'est aussi la sous-utilisation, en fait. Merci beaucoup.